Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en carrière. Et en accompagnant plus de 300 clients à trouver leur job idéal, j'ai pu co-créer la carte des talents. C'est un outil qui révolutionne la connaissance de soi au travail. Chaque semaine, je vous partage ici des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie où j'ai la joie d'accueillir Gladys Ramette au micro. Salut Gladys. Salut Alban. C'est la deuxième fois que tu interviens sur Trouver sa voie. Je dois reconnaître que j'étais assez impatient qu'on puisse refaire un épisode ensemble. Déjà pour le plaisir d'échanger, d'avoir tes apports qui sont toujours très riches. Et puis aussi un peu pour l'audimat parce que quand tu interviens, ça cartonne. Donc encore une fois, bienvenue Gladys. Ravie d'être ici, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Pour te présenter rapidement, Gladys, elle est des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire qu'elle est d'un côté recruteuse, et elle recrute beaucoup de monde, et elle est aussi coach carrière, elle accompagne des gens qui cherchent un job, et elle accompagne beaucoup de monde. Donc elle a vraiment la double approche, et c'est ça qui fait que tes enseignements sont si riches, je trouve, en plus d'un franc-parler qui me plaît assez. Pour être honnête. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et donc, aujourd'hui, on a une demi-heure pour amener des réponses à cette question. Pourquoi je n'ai pas de réponse à mes candidatures? Situation qui est souvent assez dure à vivre, qui peut amener pas mal de sentiments de perte de confiance en soi, qui peut amener de la peur. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Moi, j'avais pas les clés pour en parler. Et c'est pour ça que Gladys intervient. Simplement, avant d'oublier, si vous appréciez ce que Gladys vous partage aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur sa newsletter qui s'appelle La Voie Royale, où elle partage, un peu comme je le fais ici au micro, elle partage à l'écrit tous ses conseils de recherche d'emploi. Donc, inscrivez-vous, ça vaut le coup. Et c'est vraiment une ressource clé pour tous ceux qui cherchent un bon job. Merci beaucoup, c'est exactement l'intention. La première question que je voulais te poser, Gladys, c'est est-ce que le monde a changé? J'ai l'impression que il y a 3 ans encore, on pouvait trouver du boulot dans les annonces, qu'on pouvait envoyer un CV, avoir des candidatures. Ça marchait plutôt bien. Et j'ai l'impression aujourd'hui, en voyant les messages LinkedIn que je reçois, que des gens parfois très diplômés, qui ont toute l'expérience et les compétences du monde, me disent mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. Je postule, ça donne rien. Et c'est vraiment pas une personne qui m'a écrit ça, c'est de nombreuses personnes. Et donc, avant tout, je voudrais avoir ton avis, toi qui es des deux côtés de la barrière. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui dans le monde du recrutement et sur le marché du travail? Alors justement, ce qui est étonnant, c'est que les recruteurs se plaignent de la même chose. C'est-à-dire que justement, les recruteurs disent qu'ils n'arrivent pas à recruter facilement et que les candidatures qualitatives, ils n'en ont pas tant que ça. Alors à moi, ce que je vois là-dedans, c'est que soit c'est un problème de communication et en fait, on n'arrive pas à se retrouver au bon endroit, candidat et recruteur, soit c'est également que du côté recruteur, avec l'automatisation possible aujourd'hui, les réseaux sociaux et le nombre de job boards qui existent, on est noyé sous les candidatures et parfois, c'est vrai que du coup, c'est plus difficile de faire des réponses personnalisées à chacun. Également, l'autre possibilité, c'est que le côté là, c'est le côté candidat qui pêche, c'est-à-dire que les candidatures sont peut-être pas bien ajustées comme il le faudrait. Donc, ça peut être des deux côtés qu'il y a un souci qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver aussi facilement un emploi qu'on le souhaiterait. Ok. Est-ce qu'il y a une montée en exigence des recruteurs sur les candidats? En fait, il n'y a pas forcément une montée en exigence. En revanche, je reconnais que ce qui est peut-être difficile pour les candidats, c'est qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, les réseaux sociaux, etc., les candidatures, maintenant, ce sont de vrais puzzles. C'est-à-dire que les candidats doivent quand même être de super bons communicants, c'est-à-dire avoir une présence sur les réseaux sociaux, typiquement LinkedIn, donc avoir un bon profil LinkedIn, interagir correctement, publier, et ça serait même mieux d'ailleurs. Et en plus de ça, avoir des CV fond-forme qui sont bien et plein d'autres éléments comme ça qui viennent se rajouter au puzzle qu'est la candidature. Donc oui, il y a quand même un niveau de complexification pour le candidat qui est réel. Et c'est vrai que ça devient une compétence quand même à part entière de savoir bien postuler. Mais ce qui est bien, c'est comme c'est une compétence et qu'on peut l'apprendre. Ouais, bien sûr. C'est la bonne nouvelle. Mais c'est pas une illusion que de dire que qu'il faut quand même maîtriser pas mal de leviers et bien faire les choses, quoi. Effectivement. Ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a quelques années, la différence se faisait pendant l'entretien. Tout le monde avait un peu sa chance en envoyant son CV. Et maintenant, la différence se fait en amont de l'entretien, si je comprends bien. Oui, carrément. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être bon du début à la fin. Et encore une fois, c'est vraiment des compétences de communication.
Et ça, en France, à part dans certaines écoles, la compétence à bien rechercher un emploi, elle n'est pas forcément très enseignée. Et du coup, malgré les diplômes, malgré l'expérience professionnelle qu'on a sur le terrain, on n'est pas tous égaux lorsqu'il s'agit de trouver un emploi. On n'apprend pas ça dans nos familles, ni dans nos écoles, ni en entreprise. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur le sujet? Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit oui, en effet, je postule beaucoup et je n'ai reçu aucune, ou alors j'ai reçu très peu de propositions d'entretien. Comment tu aurais envie d'aborder cette question-là? Alors en fait, moi, ma façon de voir le sujet, c'est que déjà, évidemment que c'est angoissant, ce sujet-là, parce que quand on recherche un emploi, le vrai problème, c'est quand on n'a pas de réponse, on n'a aucune idée de pourquoi. On se dit, est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est moi qui postule mal? Est-ce que c'est le recruteur qui fait pas son boulot? Donc on est un peu noyé parce que non seulement on n'a pas les règles du jeu, et même si on les connaît, on ne sait pas quoi changer. Donc c'est doublement angoissant, même triplement angoissant, parce que même quand on a des silences comme ça, on se retrouve à se sentir rejeté à juste titre. Donc toutes les raisons sont réunies pour qu'on soit hyper angoissé et qu'on soit perdu et que on se décourage. Donc moi, ma façon de voir les choses, c'est que on ne peut pas tout maîtriser, évidemment, mais il y a aussi des choses que l'on peut maîtriser. Ça veut dire que quand on recherche un emploi, c'est comme dans d'autres secteurs de la vie d'ailleurs, il y a des domaines sur lesquels on a une capacité d'influence et des domaines dans lesquels on n'en a aucune. Donc ça, je vous invite à lire d'ailleurs le livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et qui montre dans cette première habitude justement que pour réussir, en fait, il faut passer à une attitude de proactivité plutôt que d'être réactif. C'est-à-dire vraiment travailler sur tout ce qu'on peut modifier pour réussir plutôt que de se plaindre de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, pour appliquer ça à la recherche d'emploi, justement, partons des éléments que l'on peut maîtriser, justement. Ce qui dépend de vous, tout d'abord, c'est le ciblage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réponse à vos candidatures, peut-être que c'est parce que vous avez mal ciblé votre candidature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut être un ciblage de secteur, c'est-à-dire que c'est un secteur qui recrute pas tant que ça en ce moment, ou c'est un secteur qui est extrêmement pointu ou bouché. Et pour ça, vous pouvez aller faire des recherches sur Google, sur le site de France Travail aussi. Il y a des tendances de marché de l'emploi où vous pouvez aller faire vraiment des recherches très constructives pour savoir où ça recrute et où ça ne recrute pas. Par rapport au métier également, il faut faire un bon ciblage parce que souvent, pour se rassurer, on a tendance à postuler de manière assez impulsive et on veut faire du quantitatif pour se rassurer et se dire « ça y est, je suis en train de passer à l'action ». Mais si vous ciblez mal et que vous postez des candidatures là où vous n'avez pas complètement les compétences métiers, alors je dis pas qu'il faut avoir les 100% des compétences métiers, mais au moins 70%, vous allez vous retrouver avec des silences abyssaux et vous allez en déduire que vous n'avez pas de valeur sur le marché alors que c'est simplement que vous avez mal ciblé le secteur ou le métier. Donc attention au ciblage et à ne pas mettre de l'énergie pour envoyer des candidatures qui sont décorrélées d'une fiche de poste, d'un secteur ou d'une réalité du marché de l'emploi. Donc ça, c'est le premier point, en fait, qui dépend de vous. Le deuxième point qui dépend aussi de vous, c'est tout ce que vous allez donner à voir au recruteur. Parce que le recruteur, si on peut dire, c'est une sorte de personne qui va vous laisser passer, justement, pour aller plus avant dans le process de recrutement. Et donc, ce laisser passer là, il va dépendre de plusieurs choses. Choses que vous savez déjà, c'est-à-dire votre CV, votre éventuelle lettre de motivation, aussi votre profil LinkedIn. Également, quelles sont vos interactions sur LinkedIn? Parce que ça, moi, en tant que recruteuse, je le fais. Quand je regarde un CV, je vais tout de suite voir sur le profil LinkedIn des personnes si leur profil LinkedIn est cohérent, concordant avec leur CV. Est-ce que je peux glaner des informations complémentaires? Est-ce que il y a des recommandations intéressantes? Par exemple, si cette personne-là a des recommandations intéressantes, à quoi il s'intéresse vraiment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il poste? Sur quoi il a interagi? Et tous ces éléments-là, vous voyez, ça fait le puzzle dont je parlais, qui est que à un moment donné, on a une espèce de patchwork qui nous permet de dire, OK, en plus du CV, il y a tous ces éléments qui dépendent donc de vous et qui me permet de dire à moi, OK, c'est comme des couches de sédimentation au fond de la mer. Ça fait des couches de supplémentaires qui vont me convaincre que j'ai envie de vous contacter plutôt que non. Donc, vous voyez, tout ce que je viens de dire là, ces éléments-là dépendent de vous. Et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Parce que, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de choses qui ne dépendent pas de vous. Et là, l'idée, c'est vraiment de bien faire le partage entre les deux pour ne pas passer vos journées à vous désespérer sur un sujet qui ne dépend pas de vous.
je repense à ce que tu disais sur les recommandations LinkedIn, parce que j'ai eu plusieurs cas de figure de clients qui me disaient, attends, c'est quand même vachement osé de demander une reco LinkedIn à un ancien manager ou collègue. Il y a un coach en personal branding qui m'a dit, mais non, mais tu décomplexes-toi de ça, t'en demandes à tout le monde, t'en donnes à tout le monde. Et c'est un peu ce que je fais maintenant. Et juste, t'as un point, toi, là-dessus, sur les recommandations LinkedIn, si on va un peu dans le détail? Ah oui, oui. Mais carrément, parce que, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut sembler intimidant de le faire. Alors, la meilleure façon de faire, c'est de commencer par donner, avant de recevoir. C'est-à-dire que moi, je vous invite d'abord spontanément. Alors, je dis pas qu'il faut faire du faillotage, on est d'accord. Mais donnez vraiment des recommandations aux gens que vous estimez vraiment les mériter. Faites-le. Et d'autant plus que je suppose que vous allez demander des recommandations à des gens avec qui vous avez des relations qui sont bonnes. Donc, pourquoi ne pas leur en donner une déjà? Ça leur fera plaisir. Et puis, ils auront peut-être aussi plus envie de le faire pour vous parce qu'ils comprendront l'intérêt, le plaisir que ça a suscité chez vous. Donc, d'une part, il faut le faire. Comme tu disais, Alban, il faut absolument demander à tout le monde, en fait. Ça peut être des clients, des N+1, des N-1, des anciens tuteurs de stage, même des profs. Alors, il faut quand même qu'il y ait une connexion avec votre métier, c'est mieux, évidemment, et votre secteur visé. Mais vraiment, faites-le parce que imaginez-vous qu'une recommandation LinkedIn, la personne, elle affiche quand même sa tête, sa réputation sous votre profil. Donc, ça veut dire que ça a beaucoup de poids pour un recruteur de voir que d'anciennes personnes de votre écosystème vous ont validé et survalidé même. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je répéterai jamais assez que 100% des gens qui sont sur LinkedIn sont là pour être contactés. Sinon, ils y seraient pas. Donc, essayez, envoyez des demandes. Et puis, si vous en demandez, disons, j'exagère un peu, mais 50 et que vous en avez que 5, bah, ça fera toujours 5, Donc, c'est déjà super. Merci pour cette parenthèse très pratico-pratique et très utile. Et tu étais en train de nous expliquer que donc il y a des choses qui dépendent de nous et c'est sur ça qu'on met l'énergie et il y a des choses qui dépendent pas de nous et c'est là que je t'ai coupé. Oui, effectivement, il y a des choses qui dépendent pas de nous. En l'occurrence, dans la recherche d'emploi, en fait, c'est le recruteur, en fait. C'est-à-dire que vous avez fait tout votre boulot, vous avez optimisé tous vos outils de communication, vous avez bien ciblé votre emploi, votre poste et votre secteur de prédilection. Après, si vous n'avez pas de réponse, il y a une partie qui ne dépend pas de vous, qui est donc le recruteur peut être, par exemple, en congé, peut être malade. Le brief de son client, si c'est un recruteur en cabinet de recrutement, par exemple, le brief de son client peut avoir changé et la fiche de poste a changé. Donc, il va falloir qu'il prenne du temps pour vous expliquer, en étant un peu gêné d'ailleurs, que en fait la fiche de poste a changé et que vous avez pris de l'énergie pour ça et en fait finalement c'est plus le même poste maintenant, qui c'est plus la même périmètre de poste. Quatrièmement, il a peut-être pas le bon outil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, on se retrouve par exemple noyé avec 1500 candidatures pour un seul poste. Ça veut dire que nous, recruteurs, on doit répondre à 1500 personnes, idéalement de manière personnalisée, et n'oublier personne. Et si jamais on n'a pas le bon outil pour ça, parce qu'il y a des outils évidemment très bien faits aujourd'hui qui existent, si par exemple l'entreprise pour laquelle le recruteur travaille n'a pas investi dans l'outil, le recruteur doit répondre à la main, entre guillemets par mail, à chacune des personnes. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser. Sans doute, il y a quelqu'un qui écoute cet épisode à qui je n'ai pas répondu. Donc vraiment, je m'en excuse parce que ça, sans doute, ça m'a dû m'arriver aussi à moi, évidemment, de pas répondre à tout le monde et je m'y attache, mais bon, ça fait partie du lot des recruteurs. C'est ce que disent tous les recruteurs, de dire on fait notre max, on s'outille comme on peut, mais il y a un moment où ça devient plus possible de tout faire à la main. Et quand tu connais le poids affectif qu'une non-réponse va avoir, c'est clair que je vois ça partout sur LinkedIn, des mea culpa de RH ou recruteurs qui disent on n'arrive plus. Mais bref, en tout cas, ça dépend donc pas du candidat. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent ça, qui me disent oui, j'ai envoyé une candidature, c'est le poste de mes rêves. Et en fait, derrière, je vois il y a 0 réponse et tout. Et ils sont en train d'y penser, mais je veux dire pendant franchement 2 semaines, 1 mois, quoi, vraiment. Et pendant tout le temps qu'ils sont en train de penser à ça, ils sont pas en train de postuler ailleurs. Donc moi, je vous dis que si vous avez une seule chose à retenir, c'est que la première chose à faire quand vous avez postulé à une entreprise, à un poste, quel qu'il soit, première chose à faire, c'est de postuler ailleurs. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné, ça ne dépend plus de vous complètement. Donc là, il faut se mettre à l'action et postuler ailleurs, plutôt que de réfléchir à des éléments qu'on ne maîtrise pas. Donc, si je devais résumer ça, en fait, de manière plus globale, je dirais que les 4 conseils que je peux donner aux candidats qui se demandent pourquoi ils n'ont pas de réponse à leur candidature, c'est tout d'abord de rajouter une dose de pertinence dans leur candidature. C'est d'aller vérifier si leur candidature est pertinente. C'est-à-dire est-ce que déjà ils ont fait un bon ciblage, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont bien ciblé comme j'expliquais tout à l'heure. Deuxièmement, est-ce que leurs outils de communication sont pertinents, c'est-à-dire est-ce que leur CV comporte bien ces 3 dimensions qui sont très importantes dans les CV, à savoir répondre à la question
du recruteur de qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent qui me donne le sentiment que tu vas faire bien, sinon mieux dans le poste que j'ai à pourvoir. Donc, qu'est-ce qui, dans votre passé, va permettre de dire que vous êtes le bon candidat pour le poste à venir? Donc ça, c'est le passé. Deuxièmement, le présent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez? Quel poste vous visez? Et pourquoi vous êtes là plutôt qu'ailleurs? Donc, justifier dans le CV, surtout dans la rubrique profil, pourquoi vous visez ce poste plutôt qu'un autre. Donc c'est et bien, troisièmement, c'est bien. Attends, donc c'est bien un CV, une offre, quoi. Un CV, un poste. Ouais, oui, carrément. Alors là, je sais que c'est un grand aussi débat quand on est candidat. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, j'ai le choix entre personnaliser et être plus quali, c'est sûr, hein, plus qualitatif, mais perdre du temps, ou envoyer en masse des CV en changeant juste le titre du CV, et puis ça passe ou ça casse, quoi. Alors, je dis pas que ça ne fonctionne pas de juste changer le titre et d'y aller comme ça, hein, mais en réalité, il faut toujours bien se poser la question de quand on procède comme ça, est-ce qu'on n'a pas une satisfaction de courte durée? C'est-à-dire qu'on est content d'envoyer 100 candidatures dans la semaine avec cette manière-là. Et en fait, si on a genre une seule réponse sur les 100, est-ce que la frustration qu'on a et la déception qu'on a après derrière, est-ce qu'il vaut mieux pas en envoyer moins du coup et au moins avoir plus de retours? Donc en fait, il faut quand même pas se cramer en faisant les choses de manière trop automatisée, parce que ça peut être un petit peu dangereux quand même pour le mental surtout. Et tu allais parler d'un troisième point? Ouais, donc je disais oui, par rapport à vérifier la pertinence de vos outils. Donc dans le CV, oui, c'est effectivement rajouter une partie sur votre futur, comme je disais, donc le passé, le présent et le futur. Le futur, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous postulez là et qu'est-ce qui fait que vous allez réussir dans ce poste-là. Tout ce que je viens de dire là, c'est la rubrique objectif, hein, c'est ce qu'on va lire les 5 premières, la première minute dans le CV. Donc ça, c'est essentiel dans votre CV de vérifier qu'il y a bien ces 3 dimensions-là, et surtout que vous avez mis des résultats dans votre CV. Parce que je suis désolée de le dire, mais on ne vous embauchera bien que pour des résultats. Donc, on veut des résultats, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. On veut des résultats cités dans le CV. Sinon, sinon c'est pas concret, on ne comprend pas très bien. Voilà. Mais ça, c'est vachement dur quand t'as pas un boulot financier ou commercial. De mettre des résultats qualitatifs, je sais que c'est une vraie torture, quoi. pour les gens qui ont fait de la gestion de projet ou autre, c'est pas toujours simple ou quel que soit le boulot, hein, ou de l'accompagnement, c'est pas toujours simple de mettre des chiffres ou de mettre des vrais achievements. Alors, est-ce que ça peut être, moi je donne souvent ces idées-là, par exemple, si effectivement c'est pas du quantitatif, si c'est pas possible, soit tu implémentes de nouveaux outils, soit tu changes un process, et derrière, des personnes vont gagner du temps, et ça, il faut peut-être essayer de le quantifier quand même. Soit tu as établi un diagnostic ou un état des lieux d'un domaine précis, si tu es chef de projet par exemple, tu peux dire que tu es passé d'une situation, je ne sais pas comment le formuler là, parce que là j'ai pas la formule tout de suite, mais en tout cas expliquer que tu as donné de la visibilité, de la lisibilité sur un projet, et que ça a permis d'avancer de tant de mois la restitution, la production, j'en sais rien, mais il faut un peu réfléchir selon son poste. J'ai envie de dire, pardon, hein, là je vais être un peu brutale aussi, mais si vous me dites que vous n'êtes pas capable de dire quels ont été les résultats de vos actions, posez-vous des questions, parce que ça veut dire que vous agissez sans réfléchir à ce que vous faites. Donc, pardon, mais là, c'est... Ouais, non, mais c'est un bon point, parce que en général, comme on n'arrive pas trop à mettre des résultats, on n'en met pas, en se disant, moi, c'est pas possible. Ouais, okay. C'est ça le problème. Ok, donc tu nous invites à nous casser un peu la tête pour vraiment trouver des résultats, quelle qu'ait été notre expérience. D'ailleurs, en entretien annuel, c'est ce que les N+1 demandent, hein, normalement. C'est-à-dire qu'on va vous demander, ça c'est un bon exercice aussi pour vous, déjà pour réajuster vos actions au quotidien dans votre poste, mais aussi parce que quand vous serez en entretien annuel, il s'agit de lister toute l'année quand même. Normalement, vous devriez faire ça pour votre propre sauvegarde, lister toute l'année ce que vous avez fait qui a contribué positivement à l'équipe, à l'entreprise, à votre projet. C'est vrai. Donc ça devrait être fait normalement, ça. Mais bon, on n'est pas des robots, hein. Je veux dire, c'est pas facile, on a que trouvé le temps, mais je dis c'est peut-être une petite gymnastique mentale à acquérir, et ça permet de se remettre bien focus aussi sur ce qui compte et sur ce qui ne compte pas justement dans son travail, et sur quoi il faut mettre l'accent, quoi. Et donc là, tu nous parles de nos outils de communication. Qu'est-ce qu'on donne à voir? Tu as parlé de CV, de lettre de motivation, mais je pense qu'on va pas ouvrir ce chapitre-là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, et on a plein de choses encore à partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses à disposition? Oui, absolument. Oui, absolument. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, tous ces outils-là, il faut vérifier qu'ils sont pertinents. Donc, il faut rajouter une dose de pertinence
dans vos outils de communication, votre ciblage, il faut aussi rajouter de la persistance. La persistance, c'est-à-dire qu'il faut postuler de manière constante, je dirais, enfin autant que possible, disons, faut pas que ça mette en péril votre santé mentale, hein, on est d'accord, mais je veux dire, quand je dis qu'il faut mettre de la persistance, ça veut dire que le plus facile à faire, c'est que vous prenez un tableau Excel et vous traquez ce que vous faites vraiment, quoi. Parce qu'en fait, souvent, on est tellement à fond sur une offre qu'on va passer une semaine à faire ça, et puis d'un seul coup, on est épuisé, et à juste titre d'ailleurs, et pendant 2 semaines, on fait plus rien, et puis d'un seul coup, on se remet à faire à fond quelque chose. Donc, il faut de la traçabilité pour être face à la réalité et se dire, OK, j'admets que là, j'ai pas de réponse parce que j'ai peut-être moins postulé qu'avant, en fait. Ok, Donc, je récapitule un peu parce que je trouve ça vraiment structurant ce que tu nous dis là. Premièrement, dans ce qui nous concerne nous, ce sur quoi on peut agir, il y a la pertinence. On en a beaucoup parlé, je reviens pas dessus. Il y a la persistance. Donc, ce que j'entends ici, c'est de mettre du quanti sur du quali. On cible bien, on communique efficacement, on design bien notre CV, notre produit, notre personne sur LinkedIn et tout ça. Et après, il faut quand même du quanti qu'on va tracer avec un fichier Excel, par exemple, de se dire, en vrai, j'ai l'impression de chercher du boulot, mais j'ai vraiment postulé efficacement à combien d'offres, etc. C'est ça? Absolument. Alors, en sachant que ça, c'est quand on part du principe qu'on va se mettre à répondre à des offres. Parce que là, on n'est pas rentré dans en profondeur sur le sujet. Mais il y a aussi une autre manière de faire qui est peut-être en parallèle. C'est d'effectivement postuler en ligne. Il faut que ce soit quali et quanti, comme tu as dit, absolument. Mais il y a aussi une autre manière de faire qui pourrait être de devenir vraiment la solution au problème du recruteur, en faisant des candidatures spontanées aux entreprises dans lesquelles on est vraiment sur lesquelles on est vraiment à fond, vraiment ciblées, et faire des candidatures qui sortent tellement de l'ordinaire qu'on ne peut pas ne pas avoir de réponse. C'est-à-dire que quand le recruteur va recevoir votre candidature qui est particulièrement impactante dont je parle, et c'est ce que j'apprends justement à mes clients en coaching d'ailleurs, c'est que il ne peut pas ne pas répondre. C'est-à-dire que s'il ne répond pas, ça veut dire que vraiment il faut pas les bosser dans cette boîte, parce que si vous avez apporté suffisamment de valeur, il est obligé de vous répondre. Et d'ailleurs même, je vais même plus loin, avec cette méthode-là, il est même plus avisé d'aller directement postuler auprès du fondateur, du CEO, ou même pas que des recruteurs, parce que normalement, une entreprise dont le fondateur est suffisamment avisé et inspirant se dit, OK, cette personne, elle m'a envoyé une candidature tellement différenciante, elle m'a apporté tellement de valeur que je ne peux pas ne pas la contacter, quoi. Mais Donc, même là, il faut de la persistance. oui, c'est ça. Il faut de la persistance parce que effectivement, il faut mettre de l'énergie dedans, il faut s'y mettre. Mais un point qui est important que je dis là et que j'essaie d'évangéliser là-dessus, si on peut dire, c'est que je sais que la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui est assez pénible, mais peut-être qu'il faudrait changer peut-être un peu d'état d'esprit quand on le fait. Je sais que souvent on le fait parce qu'on cherche à gagner plus d'argent, on cherche à avoir une meilleure vie, et ça, c'est tout à fait louable. Mais peut-être qu'il faudrait prendre la recherche d'emploi j'ose le dire, comme un moment de développement personnel et professionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire ce que je viens de dire, de chercher à devenir la solution au problème d'un recruteur ou d'une entreprise, ça veut dire qu'en faisant ce travail-là bien, vous allez accroître votre culture générale, vous allez accroître votre connaissance du marché, vous allez être un meilleur professionnel. Donc peut-être qu'il faut envisager la recherche d'emploi comme un moment où vous allez devenir un meilleur professionnel, c'est-à-dire vous allez monter en compétences métiers, en connaissance du secteur, en capacité à prendre la parole, en capacité à clarifier vos pensées, en capacité à produire des résultats et à réfléchir en termes de résultats. Et ça, c'est du développement professionnel, c'est du développement de carrière, et ça devrait être fait tout le temps, pas seulement pendant la recherche d'emploi. Et peut-être que si vous preniez la recherche d'emploi peut-être avec ça comme petit reminder, ça peut donner une dimension peut-être moins frustrante à la recherche d'emploi, parce que c'est un moment pour vous développer vous aussi, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à qu'est-ce que vous donnez à voir, comment vous construisez votre carrière, et qu'est-ce que vous savez du marché sur lequel vous postulez en fait. C'est intéressant, parce que moi, ça m'évoque une question sur la durée d'une recherche d'emploi. J'avais vu des stats qui disaient qu'en gros, une recherche d'emploi vraiment pour un bon job, c'est entre 4 et 6 mois en France. Je sais pas si cette étude disait vrai, mais ça sous-entend déjà que c'est normal de pas avoir de résultats en 2 semaines ou un mois, ou voire même 2 mois. Et si ça peut déculpabiliser un petit peu, alors je sais pas quel est ton ressenti toi, parce que ça n'est qu'une étude, hein, mais en tout cas, si tu sais que la moyenne pour un emploi, un bon job, en gros, qu'on a vraiment choisi, c'est 6 mois ou 4 mois,
Bah, ça change complètement la perception de toute la stratégie pour y arriver et du temps qu'on se donne pour bien faire les choses, quoi. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous un degré différent pour supporter la frustration, j'ai envie de dire. C'est vrai que oui, bien sûr, la recherche d'emploi, ça prend du temps et vraiment, hein, moi je le vois avec même d'excellents candidats qui m'envoient leur candidature quand je recrute. Même eux, ça leur prend du temps, quoi. C'est-à-dire que même s'ils font tout parfaitement, hein, je veux dire. Donc en fait, il y a une part encore une fois d'aléa. Par exemple, imaginons vous faites tout parfaitement, vous arrivez à un moment ou bien que l'offre d'emploi soit déjà en ligne, bah, le poste a déjà été pourvu. Et vous voyez, vous allez vous remettre en question, vous dire qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout, alors que c'est juste que l'offre étant encore publiée, mais elle a déjà été pourvue. Et là, ce Donc, que vous tu voyez, dis, il y a une part il y a une perte de temps inhérente à la recherche d'emploi qui malheureusement fait partie de ces éléments-là que vous ne pouvez pas maîtriser, quoi. ouais, c'est toute la partie qu'on ne maîtrise pas, sur laquelle on n'a pas prise. Ouais, ouais, À part continuer à postuler et à avancer ailleurs. exactement, Euh, exactement. Tu nous as parlé, pardon, de pertinence, de persistance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés? Absolument. Bah, il y a aussi la relance. Et ça, vous voyez, ça rime, hein. C'est comme ça, vous pouvez mieux vous en souvenir. Alors, la relance, oui, ça dépend de vous, ça, pour le coup. C'est-à-dire que ma recommandation, j'entends tout le temps mes clients me dire, mais quand est-ce que je dois relancer? Bah, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il faut relancer. Vous avez postulé à une offre d'emploi. Vous relancez une semaine plus tard. Alors, vous relancez soit, si vous avez l'email de la personne, c'est plus facile. Si vous ne l'avez pas, vous allez chercher, même limite, relancer tous les DRH, tous les recruteurs d'une entreprise. Si vous savez que vous avez postulé, donc vous relancez là. Si c'est un cabinet de recrutement, vous relancez le recruteur. Encore une fois, sur LinkedIn, c'est fait pour ça. Donc, vous relancez tout le monde une semaine plus tard. Imaginons que c'est le silence radio à nouveau. Et ben, vous relancez. Vous relancez encore une fois. Et là, s'il y a toujours un silence radio, eh bien là, ma 4e recommandation, c'est je m'en balance. Ça, c'est le C'est-à-dire dernier que là, point. il y a un moment donné, il faut arrêter de se mettre en détresse, vraiment en détresse parce qu'on n'a pas de réponse, parce que pour toutes les raisons que je viens de dire juste avant, il peut arriver qu'on ne vous réponde pas et pendant ce temps que vous désespérez, vous n'êtes pas en train de postuler ailleurs. Donc, à partir d'un moment, il faut lâcher l'affaire, comme on dit, et il faut croire en vous et surtout, il faut avoir un bon équilibre pour vous. C'est-à-dire que le je m'en balance, c'est surtout prendre soin de vous. C'est-à-dire prenez soin de votre santé mentale, de votre santé physique. C'est est-ce que une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait, est-ce que oui ou non vous êtes bien allé faire un peu d'activité physique pour vous changer les idées? Est-ce que vous êtes allé est-ce que vous êtes allé aider votre voisin qui avait besoin d'aide? Est-ce que vous êtes allé voir vos proches qui en avaient peut-être besoin et que vous avez peut-être négligé entre-temps? Ça semble un peu bateau ces conseils-là, mais vraiment, euh, l'importance de votre vie en dehors de la recherche d'emploi, elle est très très importante parce qu'elle va vous permettre de garder le moral, d'être connecté avec des gens positifs autour de vous et surtout de prendre soin de vous parce que lorsque vous allez décrocher l'entretien, là, il va falloir être en forme pour être en face du recruteur parce que lui, malheureusement, il n'aura pas cette vision de tout le temps que vous aurez mis à rechercher l'emploi. Ça sera la première fois qu'il vous voit et là, il va falloir être frais, motivé et voilà et être au top. Et c'est vrai qu'il faut pas arriver, ne vous négligez pas vraiment. Prenez soin de vous. C'est essentiel pour tenir ce petit marathon là qui est quand même la recherche d'emploi. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que le recruteur, c'est la première fois qu'il te voit et qu'il a pas tout ce passif de potentiel galère, d'avoir envoyé 50 candidatures, d'avoir peur de la fin, de droit au chômage, etc. Lui, il y est pour rien, il est frais. Et nous, on n'est pas forcément frais quand on arrive. J'avais pas intégré ce point-là, de, de voir à quel point c'est important de continuer à prendre soin de soi pendant toute cette période, en fait, qui est forte en émotions, c'est un ascenseur émotionnel, forcément. Merci pour ça aussi. On arrive au bout de cet épisode. Peut-être simplement un défi que tu voudrais donner à nos auditeurs, auditrices qui écoutent et qui disent, OK, moi, je suis concerné. J'ai envoyé 200 CV. J'ai eu 2 entretiens et ça n'a pas marché. Bref, concrètement, quel défi on donne à quelqu'un qui nous écoute, qui se sentirait concerné et qui veut faire un petit ou un grand pas dès aujourd'hui, là, tout de suite, dans l'heure qui suit l'écoute? Ok, alors ce que je leur conseille, c'est vous prenez un papier et vous allez lister le ciblage. Est-ce que vous avez bien ciblé, c'est-à-dire vérifier que le secteur dans lequel vous postez vous postulez correspond bien à tous les critères qu'on a donnés tout à l'heure. Est-ce que le métier auquel vous postulez a bien voilà, toujours au minimum 70% de compétences que vous avez aujourd'hui.
Concernant tous les outils de communication, listez-les, c'est-à-dire CV, lettre de motivation, profil LinkedIn. Est-ce que vous avez bien des recos sur votre profil LinkedIn? Est-ce que vous interagissez sur LinkedIn? Est-ce que vous publiez? Listez tout ce que vous faites et évaluez chaque outil en vous demandant, mais est-ce que là, oui ou non, ça répond à tous les éléments qu'on vient de dire? Voilà, listez tout ce que vous faites et surtout aussi tracez ce que vous faites, c'est-à-dire vraiment vos actions. Vous aurez la satisfaction, en plus d'avoir des choses accomplies à la fin de la journée, donc ça va vous faire plaisir de voir que vous avez agi. Mais listez vraiment ce que vous faites parce que, comme on dit, en fait, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, tracez ce que vous faites et vous serez ainsi beaucoup plus à même de voir s'il y a peut-être un point qui pèche en fait dans votre manière de faire. Et voilà, c'est ça que je peux vous recommander. Donc, faut prendre le temps de faire ce point-là pour déjà être sûr que vous faites les choses bien, que vous consacrez du temps dans les secteurs qui dépendent de vous et que ceux qui n'en dépendent pas, vous prenez pendant ce temps-là du temps pour vous aussi, pour mettre à distance tout ce qui ne dépend pas de vous et qui peut vous amener vous causer de la peine en fait. Merci infiniment Gladys, ça donne vraiment du concret, ça nous donne du grain à moudre. Bonne chance à toutes celles, tous ceux qui écoutent cet épisode. Beaucoup de force dans vos recherches, parce qu'on est tous passés par là, et heureusement c'est toujours ce sont des périodes qui sont toujours heureusement transitoires, souvent pour du mieux, mais qu'est-ce que c'est inconfortable. Ah oui, mais carrément. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que n'oubliez jamais que vous êtes forcément la solution au problème d'un recruteur. Donc, vous l'avez peut-être pas encore rencontré, mais vous êtes la solution au problème d'un recruteur. Donc, continuez. Vous n'êtes pas tout seul. Vous allez y arriver. Et donc, ne vous désespérez pas. Prenez soin de vous. Et voilà. Restez en bonne santé surtout et faites un maximum pour aller bien. Merci pour cette masterclass, Gladys. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Simplement en conclusion, si vous voulez suivre Gladys et bénéficier de ses conseils, de son approche, de sa vision, qui est parfois la même que la mienne et parfois différente aussi, et c'est là que c'est riche, eh bien sa newsletter, je le rappelle, s'appelle La Voie Royale. Merci beaucoup Alban et puis au plaisir et ravi d'avoir échangé avec toi pour cet épisode. C'est toujours un grand plaisir et toujours hyper enrichissant. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Trouver sa voie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur albanmas.com et sur lacartedestalents.com pour découvrir d'autres ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.